Bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de la 2e saison des Coulisses du Neuf. Voilà, je suis ravi d'accueillir aujourd'hui sur le plateau Paul. Bienvenue Paul. Salut. Voilà, donc tu es directeur commercial chez Nexity. Ouais, il paraît, ouais. Ah ouais, c'est ça. Tu te présenteras juste après. Bien sûr. Bienvenue Alexandre. Bonjour à tous, enchanté. Cofondateur de Neuf Market. Ouais, c'est ça, On exactement. en parlera, une petite pépite, une société qui monte. Voilà, très fort depuis 2024. On fait ce Belle qu'on année peut. pour les créateurs d'entreprise. Ouais. Sébastien Auro, un inconnu. Welcome aujourd'hui. Je suis ravi de t'interviewer. Merci. Je suis ravi d'être présent aussi. Je vous connais Donc, je te connais un petit peu, je te pratique un petit peu. On aura l'occasion, voilà, d'intervenir et d'échanger sur des thématiques. Aujourd'hui, on va pouvoir aborder l'humain, la distribution, la formation, le management. Alors, on a plein de choses comme ça. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est que tout le monde puisse découvrir un peu vos parcours. Donc, Paul, je te laisse la main. D'où tu viens? Raconte-nous. Qu'est-ce qui t'amène, jusqu'à ce très beau poste aujourd'hui que tu occupes? Alors, d'où je viens, d'une petite ville dans les Pyrénées. Exactement, une petite ville qui s'appelle Tarbes. Non, en résumé, je viens du monde de la promo. Je suis un bébé de la promotion immobilière. Hein. J'ai fait mes armes en tant qu'indépendant chez Monet de Croix, du côté de Toulouse, puisque Tarbes est pas très loin de Toulouse. Donc après une école, et ensuite, j'ai fait, je pense, tous les postes de la promotion en termes de vente, puisque j'ai fait vendeur interne, alors indépendant chez Monet de Croix. Ensuite, j'ai fait vendeur interne, vendeur debout. Voilà, on appelle ça vendeur debout. Et ensuite, j'ai fait chef des ventes, directeur commercial sur des plus grandes régions et aujourd'hui directeur national de la marque du groupe Nexity avec toutes les marques qui en incombent, c'est-à-dire Nexity bien sûr, Édouard Denis, Héritage, Foncier Conseil, les terrains à bâtir, etc., Primo Sud, voilà aussi dans le sud, voilà tout ça. Un joli groupe un peu connu, pour les professionnels qui nous écoutent. Alexandre, toi, ton parcours, d'où tu viens là? Écoute, moi pour le coup, j'ai commencé dans l'immobilier ancien. Ouais. Alors j'ai fait avant tout des études de marketing. J'ai fait un peu plein de choses dans la vie. J'ai fait des études de marketing. J'ai bossé dans des hôpitaux aussi. D'accord. Ensuite, je suis rentré dans l'immobilier. J'avais toujours voulu, été intéressé de près ou de loin à l'immobilier. Et du coup, ma première expérience c'était dans l'ancien. Je suis resté 4 ans dans l'immobilier ancien sur l'est parisien. Et puis ensuite, j'étais déjà dans le projet de vouloir monter une agence immobilière. Et puis un petit peu par hasard, j'ai répondu à une annonce qui était de la commercialisation dans le neuf. C'est là que j'ai tout appris. Donc j'ai cliqué sur cette annonce et j'ai embarqué dans le train de l'immobilier neuf. Et puis ensuite, ça a duré comme ça pendant 5 ans. Je suis passé manager d'une équipe. Ensuite, j'ai développé tout le sud-est, de la France pour une enseigne. Et puis ensuite l'envie de développer son propre truc, quoi. Et donc tu nous raconteras un petit peu après, mais donc Ouais. dans l'entrepreneuriat. Et toi, Sébastien, alors moi je te connais, mais ça a l'air intéressant de voir de quel parcours aussi, d'où tu viens. Voilà, pour que tout le monde découvre. Tu pourrais le faire pour moi, non? Je pourrais presque le faire pour toi, puisqu'on se connaissait avant même de créer Exactement. la société, mais. Eh ben moi, j'ai un parcours aussi classique dans la fonction commerciale, puisque je suis originaire de cet univers-là. Mais plutôt moi pas du tout. Tu le sais, côté immobilier, c'était un sujet que je ne connaissais pas il y a 5 ans encore ou très peu. Donc voilà, moi je suis originaire plutôt d'un univers qui est celui de la production et de la création de logiciels dans des univers métiers et majoritairement sur tous les univers qui tournent autour de la vente. Donc tout ce qui a trait au CRM, aux solutions marketing, d'acquisition, etc. Et moi, j'ai vécu pendant 20 ans dans cet univers jusqu'à que, comme souvent la vie, on le dit, c'est des rencontres. Hein. Ouais. Et j'ai rencontré notre 3e associé, Exactement. puisqu'effectivement, avec Thibaut, nous sommes associés dans la création de ce projet, dont on parlera peut-être après. Mais un de notre associé qui s'appelle Denis, qui lui est un professionnel de l'IMO, qui a commencé sa carrière chez Monet de Croix. Vous êtes peut-être croisés. donc voilà, que j'ai accompagné pendant un certain nombre de mois sur la construction vraiment de toute sa démarche relation client, acquisition de leads, structuration, tous les process de vente, recyclage de leads, etc. Et puis Denis a eu une idée puisqu'il avait des besoins et en fait de ce besoin est né un projet dans un univers immobilier. Et puis c'était aussi une occasion pour moi d'entreprendre à ses côtés, d'entreprendre à leur côté. Et donc c'est comme ça qu'on a basculé dans cet univers vertical de l'immobilier. Au quotidien, toi, Paul, tes équipes, comment ça se passe? Si on parle un petit peu, voilà, tu es directeur national. Bon, je sais que le marché a été un peu tumultueux et vous avez été un peu chahuté aussi, un peu comme tout le monde. Ouais. Maintenant, quand on regarde la communication, notamment depuis le début de l'année de Nexity, j'ai l'impression qu'il y a énormément de bonnes nouvelles. Oui. Un nouveau siège, plein de dynamisme. Alors, tu l'as écrit il y a pas longtemps. Lancement. Ça fait plaisir. Je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Tu peux nous raconter un peu plus comment
Bon, qualité de projet. le marché actuel, déjà juste, on repositionne. On est dans une phase de New Next City. Ça fait quelques semaines maintenant. Véronique Bédac, notre présidente directrice générale, a annoncé un nouveau Next City qui clôture un épisode qui s'est fini avec un PSE. On en discutait un petit peu tout à l'heure. Et aujourd'hui, on est reparti de l'avant avec des équipes, un nouveau siège, comme tu as pu le citer, puisqu'on occupe nos propres lieux. C'était aussi important d'occuper des choses que nous, on avait nous-mêmes construites. Comment ça se passe? Du coup, ce New Next City, il est conquérant, il attaque. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, Véronique, comme le groupe, on veut loger les Français. Ceux qui connaissent Next City, et je suis certain que les personnes qui écoutent, qui nous regardent, connaissent un petit peu quand même. On est le logeur des Français. Ça veut dire que nous, on est connus pourquoi? Pour souvent être sur les la primo-accession, etc. Et donc, avec le phénomène de marché, je suppose qu'on parlera un petit peu en ce moment. On se sent complètement légitime dans ce marché-là. Et nous, on lance des produits. On pense qu'il faut, dans ces temps compliqués, c'est pas parce que c'est plus compliqué qu'il faut pas sortir des produits pour les Français. Donc du coup, nous, on continue de sortir des produits, que ce soit alors, pour la primo-accession, est-ce qu'il y a plutôt le vent en poupe, on va dire, avec un changement de PTZ, 2025, certes, super intéressant, mais surtout qui capitalise sur un 2024 qui était ultra boosté. Donc il y a ça, mais aussi on va faire des résidences à la mer, à la montagne, on va faire des résidences en réhabilitation avec la marque Héritage, on va faire du démembrement, on va faire du terrain à bâtir. En fait, on fait feu de tout bois à partir du moment où on trouve qu'il y a un marché. Donc à ta question de se dire comment ça va, nouveau cycle, nouveau souffle et nouveau logo, exactement, plus arrondi, puis voilà, exactement. Et tu verras, tu verras même en juin, on lance une campagne de communication, puisque Anne, qui est la directrice de la communication chez nous, avec quelque chose d'assez disruptif, on va pouvoir lancer ça. Donc un nouveau Next City et on est sur la balle, comme on dit. Ah top, on a hâte de voir ça. Alors Alexandre, raconte-nous 2024. Comment vous venez à lancer une activité où tu te dis, déjà, vous êtes combien? Raconte-nous un petit peu l'aventure. Déjà, comment on en arrive là? Je pense que déjà, la première chose, c'est des rencontres. Avec mes deux associés. On en parlait tout à l'heure avec mes deux associés. Okay. Nicolas Mézaros, qui est une personne avec laquelle je travaillais déjà avant. Et puis, mon deuxième associé, qui est Thomas Bernard. Qui est un ami de longue date, on est meilleurs potes depuis des années. Et puis c'est l'association un petit peu de nos trois profils où tout de suite on s'est dit il y a quelque chose à faire. La deuxième chose, ça a été de la frustration. Pourquoi? Parce que ça allait pas vite. Non, c'est pas ça, c'est que en réalité quand tu veux monter un projet, souvent c'est parce que t'es pas épanoui là où tu es ou il te manque des choses, t'as un début de vision. Mais t'es capé. Et c'était clairement notre cas à tous les trois. Et on a voulu on a voulu dépoussiérer, casser les codes et amener un vent frais sur ce marché, quoi. Et aujourd'hui, en quelques chiffres, Écoute, donc vous êtes basé à Paris, le siège? Ouais, le siège il est à Paris. On a commencé donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Première année commerciale parce qu'on a ouvert, on s'est enfermés tous les trois pour set up le projet, pour benchmarker, pour mettre des bases solides. Ouais. Parce que dès le début, on s'était dit, on veut pas faire une boîte pour être que tous les trois vendeurs. Il y avait une vision un petit peu plus exactement. Ouais. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est enfermé, comme je te disais, 7 mois. Et ensuite, les premiers conseillers sont rentrés 1er janvier. 1er janvier 2024 avec deux conseillères qui sont les deux premières qui sont rentrées. À Paris, du coup? À Paris. Ok. Et on a terminé l'année 2024. On était peut-être 35, 36, quelque chose comme ça. Okay. Et aujourd'hui, on est 45. Ouais, donc il y a une très grosse progression, avec une croissance du marché en plus. Avec une emprise un peu locale des agences. Du coup, vous avez aussi des points en région. Alors l'idée, c'était déjà d'arriver d'être très solide sur Paris. Okay. C'est là où on a rodé tous nos process, c'est là où on a rodé toute notre IT aussi. Ouais. Et ensuite, une fois qu'on avait quelque chose qui était sain, on a réfléchi à faire un commande C, commande V et aller directement sur Lille. On a ouvert Lille, on a ouvert Bordeaux et on a ouvert Montpellier. Excellent, bravo. Sébastien, tu t'attaques au sud-est sur un modèle tu t'attaques au sud-est après. Ouais, exactement. T'as maillé, il manque exactement. Hormis vous trois, pas de salariés? Alors si, aujourd'hui, on est sur un modèle assez classique où tous les commerciaux, eux, vont être en indépendant. Des agents co. Ouais. Et puis par contre, la partie administration des ventes et managériale, ce sont des salariés. Ok, mais sur la partie
Force commerciale, c'est les externes, agent co. Exactement. Toi, Sébastien, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment dans ce contexte, sur les 24 derniers mois, je dirais, où le marché est chahuté. Donc même si nous, on est éditeur, on n'est pas réellement vendeur, on fait un métier un peu différent, mais comment tu arrives à manager, à diriger une société dans un marché qui est tout sauf porteur en fait, et c'est aussi intéressant quand on est prestataire. Comment t'as vécu ça? Alors c'est vrai que je l'avais jamais vécu auparavant. C'est quelque chose que je n'ai jamais connu, un retournement de marché aussi rapide, aussi brutal, 50%, un marché qui divise par deux. J'avais jamais connu. Le comparable, c'était en fait les années 90. Enfin, si tu oui, mais moi, non pas de l'immobilier, tu sais. Moi, j'ai jamais connu ça. Ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Donc c'est effectivement très perturbant, surtout que sur une jeune société avec un modèle économique quand même qui est assez vertueux, mais qui est long à construire. C'est la stratégie des petits pas dans l'univers du logiciel, puisque quand même les gens nous connaissent effectivement globalement sous la marque Otari, nous avec une coloration immobilière très forte, mais la vérité c'est qu'à la base notre ADN c'est un ADN technologique majoritairement, qui répond à un besoin, celui de la commercialisation de produits immobiliers neufs et d'immobilier d'investissement. Mais nous voilà, c'est abonnement par abonnement qu'il faut gagner, etc. Et puis dans notre modèle qui est un peu, alors on l'est plus vraiment, mais qui est similaire à celui d'une start-up, à un moment donné on a une courbe qui doit s'amplifier, et puis en fait au moment où elle commence à s'amplifier, là arrive voilà on était dans le silence, c'est pour tout le monde, une crise structurelle, ouais, carrément. Et là en fait on se rend compte qu'il y a quand même un pivot qui s'opère sur l'immobilier, où on commence à entendre parler d'immobilier pierre papier, etc. Donc il y a tout de suite une tentation qui est de suivre un peu ce modèle-là. Puis à un moment donné on se dit déjà moi on se connaît bien, tu sais que j'aime pas trop me disperser, donc voilà, j'ai vraiment confiance dans nos idées, dans notre modèle. On a une stratégie qui est extrêmement réfléchie, construite sur du long terme. Et j'ai dit, en fait, on nous met à l'épreuve. Si on sort de ça par le haut, ça sera exceptionnel. Donc voilà. Donc ce qui voudrait dire que notre modèle est bon, notre marché nous soutient, nos partenaires vont reconnaître le fait qu'on les a pas laissés tomber en fait pendant une période de crise. On a continué à développer, on a continué à se développer. Donc on s'est posé pas mal de questions quand même, parce que ça fait réfléchir. On a eu quelques nuits blanches. Énormément, ouais, c'est sûr. Mais on a fait le choix de rester focus, concentré. Et on est encore un peu dedans, mais j'ai envie de dire que je pense qu'aujourd'hui cette décision c'était la bonne pour nous. Voilà. On en parlera après dans la troisième partie, qui est notamment les relations humaines et les relations avec les partenaires, avec notre marché en fait. C'est aussi un élément clé sur lequel on s'est beaucoup appuyé. Typiquement, aujourd'hui, on a la preuve aussi de pouvoir échanger avec tous nos partenaires, quels qu'ils soient. Si t'avais, toi, Alexandre, t'as un mantra, quelque chose, une phrase, un petit truc, une passion, quelque chose qui au quotidien, où tu te dis, tiens, ou pas du tout. T'avances, ta vision stratégique, ou c'est c'est une bonne question. Aujourd'hui, je pense que ce qui nous fait avancer tous les trois, c'est d'être ultra connectés à ce qui se passe. En termes d'actualité, en termes d'IT aussi beaucoup. Ouais. C'est un peu ce qu'on a essayé d'emmener aussi. Très orienté sur l'IT. On a une appétence tous les trois là-dessus. Ouais. Et c'est ce qui nous fait beaucoup avancer parce que globalement hyper alerte sur ce qui se passe. Toi, Paul? Si tu me l'avais demandé, je l'aurais préparé, mais du coup, comme ça en live, alors je vais te faire une phrase un peu bateau, mais je sais pas, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Franchement, c'est le modèle. Je suppose que tu t'es aussi associé pour ça, et je pense que vous aussi vous êtes associé pour ça. Et moi, c'est ce que je retrouve aujourd'hui dans les équipes. En fait, bien sûr, tu peux aller beaucoup plus vite quand tu veux un modèle agile. Mais quelle force, l'humain derrière quand tu regroupes des équipes, et aujourd'hui la chance d'être dans le groupe Nexity, voilà, cette énergie qui s'en dégage, et quand t'es tout seul c'est dur, et là quand t'es en équipe c'est un truc de fou, t'es porté, tu leur envoies de la dynamique, mais eux aussi te leur envoient, et en fait c'est décuplé, donc voilà. On le ressent beaucoup, donc je trouve on voit que on le ressent dans tes communications, dans tes publications, dans les réseaux, t'as beaucoup de photos de prises, à chaque fois que t'es avec du monde. Et souvent, tu mets en avant les équipes et tu mets en avant les autres. Non, mais c'est. Tu peux encore en prendre tout seul. Tu peux le faire. Mais il y en a qui parlent de leurs expériences perso. Comment tu construis ça avec les équipes dans le contexte actuel? Encore une fois, on va dire que l'humain, pour moi, ce qui est important, ça va être le recrutement, le management, la formation. Dans un marché qui change autant. Donc là, on a dit, le PTZ vient de changer. Il y avait de l'invest, il y a plus d'invest. Maintenant, il y a plein de dispositifs. Enfin, il y en a plus, s'il y en a encore, mais c'est différent. Comment est-ce que cette partie de l'humain et des autres, dans ton quotidien, tu y accordes quelle place et comment tu l'organises? Alors déjà, pourquoi je fais tout ça? Parce que on doit avoir, ça fait partie du job, je pense.
loin de là, on n'est pas du tout des leaders d'opinion et il y a aucune. Mais on représente une société et en fait, on a de la chance d'avoir de l'information, etc. Moi, j'ai été CGP au tout début, comme je le disais, et des CGP, j'en rencontre au quotidien. En fait, ils sont tout seuls dans leur bureau. Potentiellement, ils se voient, ils mangent de temps en temps ensemble, mais ils ont des points de contact très rares. Et en fait, ils sont souvent sur les réseaux. En fait, si nous, on leur amène pas de la dynamique, enfin, je sais pas, alors, parce que quand t'es dans une spirale négative, et je vous parle des équipes, des fois, c'est un peu dur pour eux, etc. Et ça, moi, je le vis aux rencontres. C'est notre job de leur envoyer du positif, parce que franchement, on a nos deux bras, nos deux jambes, la vie, elle est plutôt cool. On est dans un secteur, ouais, c'est un secteur en crise, c'est pas cool. Mais à un moment donné, il y a pire, voilà, il y a pire dans ce qui se passe à côté. Donc, on est obligé, pour moi, enfin, ça fait partie de notre métier, de mon métier, d'envoyer de la dynamique. Alors oui, bien sûr, les journées, elles sont un peu compliquées au quotidien. Elles sont longues et très compliquées, mais ne serait-ce que dans certaines journées, il y a beaucoup de choses positives. Bah, tu prends et tu capitalises dessus. Et surtout, bah, tu communiques et t'envoies du positif aux équipes. Parce que le positif attire le positif. Et puis après, en fait, je sais même pas à qui je communique au final. Ça, c'est peut-être des gens qui ont rien à voir avec l'immobilier. Bah, ça les aura fait sourire. C'est peut-être des gens qui ont rien à voir avec l'immobilier et qui signeront chez un confrère. Je m'en fiche. À partir du moment où t'envoies du positif, c'est plutôt cool. Donc voilà pourquoi je communique l'énergie. Et après le capital humain, alors moi du coup pour rigoler ou pas, mais je suis formateur à côté, donc j'aime bien le contact humain. Okay. Ma mère est formatrice aussi en technique de vente, donc oui, d'accord, donc on voit un petit peu et donc du coup, moi je trouve que enfin on a à apprendre à tous âges. Alors nous on est tous jeunes autour de cette table, j'ai l'impression. Mais même si on était sur un âge plus avancé, honnêtement, on doit être formé tout le temps, on doit apprendre tout le temps. Donc la formation, juste avant, pendant qu'on était dans la cuisine, j'étais sur la formation des équipes. On est en train de lancer quelque chose et on formait les équipes. C'est vachement important. Donc pour répondre à ta question, ouais, la formation, c'est perpétuel. Donc là, tu vois, je suis arrivé, ça fait quelques mois maintenant, on a mis en place un plan de formation dinguissime. Les équipes ont travaillé de fou pendant cette période assez courte. Voilà, c'est top. Voilà. Ouais. Ah ouais, tout le temps. On est de la nouveauté. Le marché change tellement que voilà. Tu sens cette exigence de pertinence, ou je dirais de crédibilité, plutôt de la part des CGP, mais aussi t'as aussi toi l'animation de la vente directe. Mais de tout le monde. En particulier aussi. Déjà, ils sont demandeurs de quelque chose de très précis dans l'impôt. Déjà du client, tu l'as dit. Parce que le CGP c'est un moyen d'arriver au client, nos vendeurs internes c'est un autre moyen d'arriver au client. En fait, le monde a l'air à un moment donné d'internet, ok, aujourd'hui de ChatGPT. Enfin, tout le monde est ultra connecté, ultra renseigné, et puis au pire croit-l'être. Nous, on doit être au top niveau. Si tu vas dans un endroit et que tu poses une question à un vendeur et qu'il sait pas répondre, de suite, t'as une mauvaise image. Nous, on doit savoir répondre. Alors après, quand on sait pas, il faut savoir dire non. Voilà. Mais nos vendeurs doivent savoir répondre à la plupart des questions aujourd'hui. Donc, il faut les former. Et nous-mêmes aussi, au passage, ça va pour les vendeurs, mais ça va pour le management aussi, carrément. C'est vraiment un sujet, moi, je trouve, qui est clé en ce moment et qui est toujours quelque chose sur, nous, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice en essayant de fluidifier les relations entre les commercialisateurs, les promoteurs, et que l'information circule le plus vite possible et le mieux possible. Et c'est vraiment un challenge aujourd'hui quand tu vois la diversité des opérations qui sont créées, la diversité des clients, des projets de vie. Comment tu fais, toi, avec tes équipes? T'es passé de 0 à 45 personnes pour dire, attends, ils ont compris les dispositifs, ils ont compris les opérations, ils comprennent ce que vend un promoteur en termes d'image, en termes de projet de vie. Comment t'arrives à allier ça et à trouver les infos? Je pense que nous aussi, il y a une chose qu'il faut qu'on garde vraiment pour nous, c'est qu'on va avoir une approche très centrée sur nos équipes. C'est vrai qu'il faut aller chercher du contact. C'est vrai que, in fine, ce qu'on voit, c'est les ventes. Mais avant tout, ce qui va nous permettre de réussir là-dedans, c'est d'avoir quelque chose de très sain, une équipe qui est tout le temps formée. Où on peut leur mettre à disposition aussi des outils qui vont nous permettre de travailler avec beaucoup plus d'efficience. Et nous, c'est vraiment ça notre cheval de bataille, c'est de mettre en place des process qui vont permettre à un conseiller immobilier de pas se poser de questions et de se mettre surtout dans une super dynamique. Tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette crise aussi qu'on a traversée. Nous, on s'est construit, c'est vrai, en pleine période de cette crise. Et en fait, la première chose qui frappait les conseillers quand ils arrivaient chez nous, c'est qu'ils avaient pas ce sentiment d'être dans une crise, parce que nous, on partait de rien, en fait. On n'avait pas le choix, il fallait que ça marche. Et si tu veux, il y a une grosse partie de notre métier, c'est du mental. C'est du mental. Donc quand tu arrives dans une boîte où en fait t'as pas ce ressenti de manque de travail, de manque de rythme, tout de suite ça ouvre les chakras entre guillemets et tu commences à regarder devant. Je rebondis, il y a plusieurs phases. Enfin moi je l'ai vu comme ça, donc
petite vie professionnelle d'une quinzaine d'années, je sais pas, j'avais l'impression à un moment donné qu'on était plutôt sur genre actionnaire centrique. On raisonnait beaucoup autour des actionnaires. Puis à un moment donné, il y a eu client centrique. On a beaucoup raisonné autour du client. Et je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, je pense que ça fait quelques années maintenant, on est passé autour du collaborateur centrique. Ça veut dire que, en fait, si le collaborateur il est bien, il est fort, il est renseigné, il est positif, il est dynamique, le client sera satisfait et l'actionnaire sera satisfait. En fait, aujourd'hui la clé c'est le collaborateur. Alors bien sûr, tout est toujours pas tout en rose, etc. Mais en fait, en tout cas, je te rejoins dans ce modèle-là. C'est avant de penser au client, et bien sûr qu'on y pense, et c'est génial. D'abord, on pense au collaborateur parce que, in fine, ça retranspirera sur le client, c'est sûr. Alors après, tu parlais aussi tout à l'heure en préparant ce numéro qu'on essaie de préparer un petit peu quand même. Tu disais que du coup, ça vous impose d'être un peu spécialisé. Pour l'instant, vous avez fait le choix de la résidence principale plus que de l'invest. Vous le laissez de façon assez occasionnelle. Complètement. C'est sûr que le marché, en plus, est plutôt pas porteur, je dirais, mais en tout cas, il s'est maintenu sur la partie RP, contrairement à l'invest. C'est sûr que c'était pas les mêmes enjeux, donc côté RP, ça s'est plutôt maintenu. On le voit même aujourd'hui avec que ce soit un prêt à taux zéro, des prêts combinés, on arrive à maintenir des taux qui sont quand même faire par rapport à ce que tu peux faire dans l'ancien. Donc, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que monter une offre avec un prêt à taux zéro, avec des prêts combinés 1%, ou je sais pas quoi, avec des zones, des villes. Enfin, moi, je suis pas expert de la vente, mais on essaie de vous créer des outils pour vous aider là-dedans. Sébastien nous en parlera après de tout ce le temps que ça a pu mettre aussi, les efforts qu'il faut pour répondre aux logiques que nous propose le gouvernement d'aide ou de subvention. Complètement. Mais après, ça passe beaucoup par la formation. Nous, on a aussi une chance, c'est que on a à peu près 70% de nos effectifs sont des anciens courtiers. D'accord. On a été courtiers, donc ça joue beaucoup aussi dans la balance parce que c'est aussi ce qu'on va chercher et ce qu'on explique à nos clients, c'est que c'est vraiment un accompagnement, tu vois, qui va être global, avec une vision aussi bien sur la partie immobilière que sur la partie financière. Et ça aide parce que effectivement, on est dans une période où tu dois tout tenir un peu à bout de bras. On en parlait tout à l'heure. Quand tu vas faire une vente, t'es souvent sur le fil au niveau du budget. Donc, effectivement, ça passe beaucoup par. Et c'est quoi, du coup, si tu devais répartir le profil idéal, tu dis les 70% financiers, tu l'amènes à la vente d'immobilier, 50-50. Où il faut qu'il aime quand même le projet de vie. Quand tu vends de l'ARP, il faut aussi aimer. En fait, c'est une phrase que dit beaucoup Nicolas, que je vais lui piquer aujourd'hui, mais c'est vrai que le problème de beaucoup de courtiers, c'est que pour eux, 1 + 1 = 2. Un vendeur immobilier, pour lui, 1 + 1 = 2,5, voire parfois 3. Et donc, l'idée, c'est d'aller entre les deux et de toujours de pouvoir essayer de proposer un petit peu plus, parce qu'on est dans une période où tu peux avoir des négos sur les prix, tu peux avoir des remises, tu peux avoir plein de choses. Et donc, essayer de faire en sorte que la transaction se fasse, quoi. Sébastien, c'est toi qui pilotes le produit chez Fissimo, chez Otari. Tout le monde le sait pas, mais du coup, tu as passé des semaines et des semaines et des semaines à te casser la tête avec les équipes pour faire plein de simulateurs qui répondent justement à tous ces projets. Sur l'invest, c'était très simple. Enfin, très simple. On va dire, on le savait qu'il y avait des besoins de simulateurs. Sur la RP, on l'imaginait peut-être pas autant. Et pourtant, on a sorti, ça a pu impacter la TVA réduite, des BRS, des capacités d'emprunt, bien sûr, l'éligibilité PTZ. Enfin, raconte-nous un peu comment t'as pris ces sujets-là et comment tu les as fait avancer. En fait, je pense que nous, on a toujours eu un enjeu qui était de permettre en fait à un conseiller d'essayer de trouver, en fonction du contexte, de l'objectif du client, de trouver le meilleur bien. Donc ça peut être un contexte d'investissement, qui peut être de la retraite, qui peut être de la défiscalisation, sur un certain nombre de la transmission ou autre chose. Puis après, à un moment donné, on se retrouve dans un contexte qui était quand même notre ADN d'origine. Notre ADN d'origine, il était plutôt lié à l'investissement. Puis quand le marché, en fait, a pivoté, comme je te disais tout à l'heure, nous, on est un peu le miroir du marché. Naturellement, notre clientèle, elle a un peu changé aussi. Donc là, même nous, dans notre roadmap, dans notre façon d'appréhender les sujets et la vision qu'on avait de notre roadmap, elle était orientée un peu différemment. Donc voilà. Et là, effectivement, le sujet de la solvabilité du client, on sent que c'est un vrai sujet côté promoteur aussi, parce que vous avez des enjeux à ce que les dossiers soient bien maîtrisés, que les transactions aillent vite, de pas bloquer des lots dans une période où on a besoin que le stock il tourne, etc. Donc on sent qu'il y a effectivement un vrai sujet lié à la solvabilité des clients. Donc là, il y a un enjeu aussi dans notre logique nous aussi d'agréger un ensemble d'outils qui sont aujourd'hui fragmentés sur différents éditeurs, d'essayer de les rassembler dans une offre avec la plus forte valeur ajoutée. L'enjeu de se dire effectivement le sujet de la simulation et de la solvabilité du client, c'est le préalable avant d'aller même choisir un produit. Parce que c'est toujours pareil, c'est un peu comme quand on regarde une vitrine,
cette paire de chaussures, elle me plaît beaucoup, mais est-ce que j'ai vraiment les moyens de me l'offrir en fait? Donc voilà. Et on en parlait tout à l'heure, l'impact d'une remise sur le calcul d'un PTZ, sur un PTZ bonifié, les différentes souscriptions de prêts qu'on peut avoir dans la composition d'un dossier de financement. Enfin tout ça, ça a une incidence stratosphérique en fait. J'ai donné des exemples, mais tu disais ou notamment sur un précédent numéro aussi où tu avais fait un petit post dessus. Ça peut aller pour un même bien autour de 300 000 euros à 150 euros d'écart selon sur la mensualité. Ah mais c'est même bien plus que ça. Plus que ça. C'est bien plus que ça. Si tu prends l'exemple effectivement d'un bien autour de 250 000 euros, le travail qu'on avait fait c'est sur un bien, un mot, sur un produit d'un de tes confrères. En gros, on était. Il n'a pas été vendu. Il a signé chez Nexity. Voilà. On se rendait compte que, en gros, si tu passais d'une acquisition en droit commun, enfin en TVA 20 classique, à une TVA en acquisition, en TVA 5.5, en TVA réduite, couplé à un PTZ plus un PTZ bonifié sur du primo-accédant, jeune couple. Franchement, on avait un écart de mensualité. Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait 40% d'écart, quoi, grosso modo. Enfin, c'était énorme. Et on se retrouvait même, et je pense que c'est tout l'enjeu aussi de la pertinence de la démarche, puisqu'on le sent bien, puisque nous, on est à votre contact un peu tous les jours, c'est d'essayer de ramener cette notion d'acquisition dans des conditions un peu bonifiées à celle de la location d'un logement sur une zone où aujourd'hui, la vérité, c'est que sur un prêt à 25 ans avec des bonnes conditions d'emprunt, tu peux te retrouver en fait à avoir une mensualité qui est largement en dessous d'un loyer en fait sur une même zone. Donc c'est ce qu'on a tous pris comme créneau. Alors, en fait, ça existe réellement, ça existe depuis des années. Enfin, moi, les premières résidences en TVA réduite que j'ai vendues avec le PTZ de l'époque, on parle de ça fait déjà 10 ans. Enfin, on était déjà à ce loyer égal crédit qu'on recherche aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ça a encore plus d'impact parce que l'accès à la propriété est devenu compliqué. L'ascenseur social, à un moment donné, il est bloqué au niveau de l'achat immobilier parce que l'achat immobilier, c'est quand même une marche de plus pour aller au-dessus. Ouais. Et aujourd'hui, alors le gouvernement, il a mis en place un PTZ qui est dinguissime. Honnêtement, le PTZ 2024, il est complètement fou, mais il est dur à comprendre. Et il faut des logiciels pour, soit des formations costauds, et c'est ce qu'on fait, mais aussi des logiciels pour aider les CGP, aider les clients, aider un petit peu tout le monde à y voir un petit peu plus clair. Et au final, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a pris le pas, nous, de parler en mensualité. Alors récemment, tout le monde s'y met, c'est cool. Si tu regardes le groupe Nexity, ça fait des années qu'ils parlent en mensualité. Et ils parlent bien sûr en prix, mais en mensualité, parce que les gens, c'est ce qu'ils sont accrochés à. Et après, nous, on explique comment est faite cette mensualité. Ça part de là. Combien je peux allouer, et après, avec ça, qu'est-ce que je peux acheter? Ouais. Là aujourd'hui, les gens, ils ont envie d'être dans un monde aussi chahuté. En plus, ils ont envie d'avoir une sérénité un petit peu financière. Et je lisais une étude là ce matin qui disait qu'il y avait un tiers des clients qui avaient besoin, ou des Français qui avaient besoin de cette sérénité et qui capitaliser, en fait, qui voyaient cette sérénité financière autour d'un achat immobilier. À nous de leur faciliter, c'est un tiers de la population française, l'achat. Et donc, le fait de parler par mensualité pour le loyer, pour le comparer à un loyer, que ça parle mieux aux gens, comme on a parlé en effort d'épargne à un moment donné pour les investisseurs. Voilà. Là, on est orphelin un petit peu du Pinel, mais à un moment donné, quand on était sur le Pinel, on parlait aussi en mensualité, en effort d'épargne. Mais là, l'avantage du logement aussi, la crise de la location. Fait que aussi, tu peux pas, quand t'es locataire, aujourd'hui, c'est hyper compliqué d'être locataire. C'est presque tu trouves pas grand chose. C'est presque plus facile de devenir propriétaire. Exactement. Il y a aussi ce côté-là où tu te dis, comment est-ce que je peux devenir propriétaire pour être chez moi, dans un endroit où, je suis bien, je sais combien ça me coûte, et je capitalise sur quelque chose, et je vois pas les loyers exploser. Excuse-moi, c'est que Non. En fait, je pense qu'effectivement, autour de l'accession aujourd'hui au logement, il y a plein de dispositifs et plein d'aides qu'il faut connaître. Ouais. Aujourd'hui, j'ai un promoteur que je vois la semaine prochaine qui me fait découvrir un dispositif que je connais mal, qui s'appelle le locamontage. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui sont parfaitement dans le locamontage. On sent, le BRS, c'est quand même, on en pense qu'on en pense du BRS, mais ça offre quand même la possibilité à des gens de se loger aussi. Nous, dans Otari, aujourd'hui, tu veux faire une simulation pour savoir si quelqu'un est éligible au BRS. C'est important effectivement de dire, quand tu prends le profil d'un client, tu crées le profil de ton client, savoir s'il est éligible à la TVA réduite, au PTZ, au PTZ, effectivement à la TVA réduite, au locamontage, au BRS, etc. Enfin, c'est un devoir de conseil aussi. Exactement. T'es obligé de pouvoir proposer le panel large de ce qui existe à ton client et pas te mettre d'idées reçues, quoi. Et on revient sur les collaborateurs à former, etc. Parce que si le client, il vient te voir, il passe 2 heures à t'expliquer sa vie, parce que, un rendez-vous, je pense que quand t'es conseillé, ils viennent. C'est ce qu'on leur demande. C'est la question que j'allais poser. C'est du coup, dans la qualif. Alors, désolé, je rentre un peu là-dedans, mais du coup, ton R1, est-ce que t'as changé ta façon de vendre et tes cibles de vente? Alors, ou est-ce que tu fais R1, R2, R3 un peu classique, mais différemment? Enfin, mais plus long?
Non, on n'a pas forcément changé nos process en termes d'accompagnement. Parce que je pense que ça fait déjà des années, même moi, quand je faisais des ventes, je les faisais déjà comme ça. Ouais. Très peu d'approche produit finalement. On est là pour vraiment comprendre les enjeux du client, comprendre où est-ce qu'il veut être dans 5 ans, dans 10 ans, quelles sont ses craintes, discuter, savoir comment il vit, où sont ses amis, et être force de proposition. C'est ça aussi. Aujourd'hui, on est sur un marché qui est, il est plus qu'il était. Et donc, si en tant que conseiller immobilier, t'es pas capable d'être force de proposition et de proposer vraiment quelque chose d'adapté à la personne que t'as en face de toi, si tu présentes juste du plan, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, nous, on a tendance à challenger un petit peu les vendeurs. Alors, je vais pas me faire des amis en boulangerie, mais je disais, c'est un petit peu comme t'arrives à la boulangerie, je veux 2 baguettes. On laisse jamais le temps à la vendeuse de dire, de présenter. Nous, dans l'immobilier VFA, ces dernières années, enfin, je me trompe peut-être, mais le client arrivait, je veux un T2, j'ai vu, et ça repartait. Et en fait, beaucoup fonctionnaient comme ça. Et le modèle, en fait, il est dans la découverte du client. En fait, tu repasses 2 heures à discuter avec lui sur ce que tu faisais, parce que ça, c'était une certaine type de vente. Sur ce que tu faisais dans les équipes, voilà, City ou autres grands groupes. Et là, t'apprends à le connaître, t'apprends à savoir quels sont ses objectifs, où il vit, comme tu dis, ses objectifs à long terme, à court terme, et tous les aides qu'il a besoin, dont il a besoin. Et c'est qu'après que tu l'amènes vers le produit. Donc, sincèrement, ça n'a pas changé la découverte. C'est la même, en fait. Pas tant que ça. C'est pour ça qu'on s'est recentré plus sur le modèle équipe, finalement, plutôt que l'accompagnement client, parce que je pense que ça fait des années que l'accompagnement client en soi, il a pas tant évolué. Alors, il y en a qui le font d'une manière plus ou moins musclée, mais il a pas tant évolué que ça. Par contre, la formation équipe, elle s'est vachement complexifiée. Alors, ce qui change aussi peut-être, c'est à l'étape 2, une fois que tu trouves des biens. Ouais. Et là, dans la relation, on arrive à l'étape d'après aussi, dans les relations que tu peux avoir avec tes managers et tes partenaires. Tu disais tout à l'heure, on peut avoir des offres, on peut avoir pas d'offres. J'aimerais bien avoir votre vision aussi à toi, quand tu montes des opérations. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, je suis obligé de mettre dans mon compte d'exploitation une petite poche d'offres commerciales, parce que les gens le demandent tellement que voilà, c'est devenu presque... C'est coupé au montage, c'est ça, après. Ça sera coupé en montage juste la totalité de la... Je vais répondre avec la partie promoteur, parce que je veux dire, en tant que distributeur, l'objectif, c'est, du coup, c'est d'aller chercher de l'offre ou pas. En tant que promoteur, en fait, tu fais tourner un business model. En fait, nous, la marge, bien sûr, personne n'est philanthrope, autour de cette table, j'en suis sûr, et puis partout. Nous, tu fais tourner un modèle. Nous, en fait, notre marge, elle est la même depuis des années, entre guillemets. Tirer un petit peu à boulet rouge sur les promoteurs, c'est pas forcément ça. C'est un métier risqué, donc tout risque mérite une rémunération derrière. La crise a fait que il y a pas tous les promoteurs aujourd'hui qu'il y avait ça fait quelques années. Donc c'est vraiment un métier risqué. Est-ce qu'il y a de la marge? Est-ce qu'il y a des frais? Oui, à un moment donné, on est obligé de capitaliser et de le mettre, le frais de notaire offert, entre guillemets. Oui, tu rognes un petit peu de ta marge à certains endroits parce que tu acceptes que dans ce mouvement-là, tu as un peu plus et d'autres un peu moins, etc. Après, je scinderais en 2 types de stocks. On a parlé tout à l'heure qu'il y a eu une crise à un moment donné. Il y a eu des partis pris. T'achètes un terrain, nous, c'est un métier à long terme, en fait, qu'on fait. Moi, le métier de directeur commercial, c'est un métier, je sais pas, il y a des fois, on rigole, boule de cristal ou pas, je sais pas, mais c'est un métier, à un moment donné, t'achètes, tu vois, un terrain en 2025, potentiellement pour le signer en 2026, potentiellement pour qu'il sorte en 2027 ou 2028, etc., et qu'il arrive en 2030. Donc, vas-y, et intelligent et malin, celui qui savait dire, ça fait 4 ans, quel est le prix dans 4 ans. Donc, depuis 15 ans, l'immobilier était augmenté en augmentation. Donc, en fait, nous, les promoteurs, on a tous pris des partis pris en disant, l'immobilier prend 1% par an. Je le vois aujourd'hui. Ça, c'est le prix de mon étude aujourd'hui. Je le sors dans 2 ans. Donc, grosso modo, les prix, etc. Voilà comment ça se faisait. Sauf qu'à un moment donné, tu as une crise qui arrive au milieu. Voilà. Et là, c'est pas une petite crise, c'est une polycrise, Crise du coût, crise de la demande, crise de l'offre. Enfin, un truc bien costaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on a eu le stock d'avant et le stock d'après cette crise. Donc, le stock d'avant, il était avec anticipé les prix de demain. À un moment donné, tu as un poisson qui est plus au bon prix. Il est sur ton étal, il est pas au top, etc. Donc, le client, quand je dis il est pas au top, désolé, je fais une comparaison avec l'immobilier, que c'est pas pareil, mais on l'a pas sorti au bon prix, on l'avait anticipé à un prix qui était plus fort. Ceux-là, on a dû baisser les prix. Ouais. Voilà. Honnêtement, objectivement, franchement, si je suis venu ici, on apprend à se connaître tous, mais je suis assez transparent et droit au but. Ce qu'on veut dire, on n'était pas au bon prix, on en avait. Donc là, on a rogné nos marges sévères. Tout a cassé là. Voilà, là, ce stock-là, on a dû à un moment donné le distribuer. Voilà, on a réduit. Pour les couler, voilà. Ça, autre chose, et donc là, c'est ce stock qui est venu polluer. Et après, il y a le nouveau qui dit, on est en situation de crise aujourd'hui. Voilà, les 1% en plus chaque année quand on a un terrain qui sort dans 3 ans. Non.
on lui met le prix de maintenant, voire même on va anticiper peut-être une baisse ou on sait pas, etc. Et on va être beaucoup plus dans moi l'optimisme de tout ça. Ouais. Donc quand tu me poses la question, est-ce qu'il y a des offres? Oh oui, sur l'ancien stock, mais aujourd'hui il y en a quasiment plus trop sur le marché. C'est ce que tu dis, nous on le voit puisqu'on travaille avec tout le monde, on a globalement toute l'offre. Ouais. Tu te rends vite compte effectivement qu'il y a eu des programmes où effectivement il y a eu des remises parce que c'était l'ancien stock. Ouais. Le nouveau aujourd'hui déjà ça commence à se voir de moins en moins et nous c'est ce qu'on essaie aussi d'expliquer aux clients parce que ça aujourd'hui c'est notre tambouille à nous entre guillemets pro d'immobilier neuf, mais le client il est au milieu de tout ça et il comprend pas pourquoi là il voit des remises, là il en voit pas. Faut l'expliquer et il faut être le plus transparent possible et quand c'est possible on fait, quand c'est pas possible on peut pas faire. Mais surtout en tout cas dans la résidence principale, aujourd'hui il y a beaucoup de clients aussi qui font pas un projet par rapport à une offre sur un programme. Tu vois ce que je veux dire? Franchement ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre parce que t'es quand même sur des projets de très long terme, des projets de vie. Si tu dis que tout le monde arrive avec un côté pas de foire, mais toi, de bonnes affaires, comme s'il fallait mettre de la pression. Je t'avoue que moi, quand j'ai découvert l'immobilier neuf, ça m'a un peu surpris. Le cycle de décision, en fait, qui est relativement court. Et même si on est assez... Pourtant, c'est un acte fort, quand même, et c'est des budgets qui sont énormes. T'as une option, tu prolonges une fois, tu réserves. Nous, on a senti que ce cycle de décision, il s'est rallongé. Ouais, tout à fait. Plus récemment, ça prend plus de temps. On a besoin d'être plus rassuré, on a besoin de voir plus de choses, mais globalement, par rapport à l'avant-crise, c'est un cycle qui s'est rallongé. Il y a eu le cycle pendant tout allait bien, tout le monde passait à la télé en expliquant la promotion de l'immobilier, il faut vite acheter, les émissions, tu vois Stéphane Plaza le dimanche ou d'autres informations. Ouais, il faut aller vite, etc. Ok, bon du coup on était dans ce cycle-là. Puis ensuite il y a eu la presse, les médias qui ont dit oh là là, c'est pas si intéressant en ce moment l'immobilier, surtout pas investir, les taux augmentent. Et là, boum, attentisme. Et donc là pendant 2 ans ça a été compliqué. Et là maintenant ça fait 6 mois que tu revois les journaux, les grands journaux qui font des articles en disant c'est le moment de s'y réintéresser. Et là récemment, c'est le moment d'y aller. Donc on est aussi dépendant un petit peu de ça et c'est ça qui a donné cet attentisme au client. Le client il achète quoi 1, 2, 3 fois dans sa vie grand maximum. Donc si le seul acte le plus impliquant de sa vie, il voit dans la presse que c'est pas le moment, du coup il temporise, il attend. Et voilà. Et nous c'était pas bon ça. Enfin c'était pas bon. Ça a pris plus de temps. Maintenant ça revient. Maintenant là aujourd'hui on revoit dans des actes. Si je fais le parallèle avec notre modèle à nous, en modèle éditeur ou même moi ce que j'ai connu par le passé, si je fais le rapport entre la vente d'un projet informatique dont la valeur serait entre 300 et 500 000 euros, que tu pourrais faire avec des acteurs sur des deals qu'on fait aujourd'hui, mais c'est des projets qui mettent 12, 18, 24 mois, c'est des gens, c'est de la longue traîne, c'est des gens qu'on va suivre pendant 4 ans, où il va falloir convaincre différentes strates dans l'entreprise, on va être passé à la moulinette plusieurs fois, le projet il va être abandonné, il va revenir, il y aura des cahiers des charges à construire. Enfin, c'est hyper long. Et là, la vérité, c'est que on est sur des cycles de vente qui en gros, en 5 jours, une personne doit être capable, si je prends notre exemple, prendre une décision sur un produit qui coûte entre 280 et 300 000 euros. Probablement avec en face de lui une personne qu'il n'a jamais vue pour la majorité du temps. Donc, créer une relation de confiance dans un cycle très court. C'est là aussi où je trouve quand même que la marque du promoteur, elle a un impact très fort dans la réassurance. Donc voilà. Après, moi, ce que je fais juste, moi qui était vierge vraiment du sujet immobilier il y a 5 ans. C'est vrai que quand j'ai découvert cet univers-là, et notamment dans la période un peu faste 2020, 21, 22, objectivement, je vais vous le dire, je l'ai dit, j'ai dit en fait, les mecs ils vendent pas, c'est les clients qui achètent en fait. Donc voilà. Il y a eu un moment, c'était un peu comme ça. Et aujourd'hui, la vérité. C'est bien ton exemple sur la boulangerie. Non mais c'est vrai, c'est exactement. Et aujourd'hui, la vérité, c'est que je pense que les gens, ils ont besoin d'être un peu plus rassurés. C'est un choix qui est fort. Et là, je trouve que il y a le sens dans la vente conseil, il doit être extrêmement fort. Et moi, personnellement, je serais vendeur dans l'immobilier aujourd'hui. La chose que je ferais, c'est faire en fait presque de l'anti-vente, en fait, pour créer un climat de confiance avec mon client qui soit tellement fort, de lui dire c'est un choix de vie que vous allez faire là. Honnêtement, des produits, il y en a. Alors, il y en a peut-être moins qu'à un moment donné, vous inquiétez pas, on va le trouver en fait ce produit. Là où on voit qu'aujourd'hui, il y a cette notion presque d'instantanéité où je vous appelle. En gros, il faut que dans 3 jours, ça soit plié, en fait. Enfin, moi, typiquement, dans ma façon d'être et de réfléchir, c'est compliqué. Enfin, moi, je suis pas en contact du client tous les jours, mais on le voit, on passe beaucoup de temps. Alors vous voyez les clients quand on arrive sur la plateforme, on va dire, on est déjà dans une phase de proposition, mais avant ça, même entre les options, il y a eu une discussion, il y a eu la partie financement, leur expliquer comment fonctionne un prêt.
Parce qu'aujourd'hui, les clients, il y a plein, que ce soit des banquiers ou des courtiers, on a rarement qui prennent le temps de correctement expliquer tu payes quoi dans ton crédit, comment ça fonctionne, où est-ce que tu es en train d'aller. Et en fait, c'est en enlevant, tu vois, toutes ces petites araignées que tu as dans la tête que tu arrives à une phase de présentation. Et nous, tout le travail, on fait vraiment en amont. Parce qu'entre deux options, il se passe quand même peut-être pour vous, on va dire 3-4 jours. Vous dites, 3-4 jours. Non, mais le client, il a vu des potes à lui, il a discuté, le gigot du dimanche, il y est passé, tout le monde a regardé le dernier reportage de TF1, ça fait 15 jours, Henri Pell qui lui a dit que c'était pas bien de regarder de l'immobilier. Il se passe des trucs, le CGP, il lui a pas répondu le soir, il flippe. En fait, il y a toute cette vie-là qui font que avant c'était intense et court. C'était rassurant pour tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, c'était comme ça. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'incertitude. Et le temps c'est filoche comme ça, et donc même si on peut se dire quand même que tu as raison, le cycle d'achat il est quand même assez court, ça n'empêche que il y a beaucoup d'incertitudes qui sont rajoutées par rapport à avant. Et d'ailleurs un grand bravo au métier de vendeur, que ce soit en vente interne chez les promoteurs ou en CGP ou d'ailleurs au travers des réseaux bancaires. En fait, honnêtement, le métier il est devenu vraiment dur. Et d'ailleurs il y a eu quand même, on se dit, un petit chemin qui s'est fait entre les anciens vendeurs et les nouveaux. On parlait de formation, des fois il y en a qui avaient en formation, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Ouais, super. Bon, allez, rendez-vous dans un an. Voilà. Mais faut avoir l'humilité d'écouter. Hein. Et c'est vraiment, je pense que quand nous on a cofondé cette société, quand on a fait ce travail d'interview de CGP, beaucoup à la base aussi de vendeurs de neuf. Et quand on a compris que le cycle de vente était déjà quand même très court à l'époque, l'enjeu c'était de se dire que effectivement dans la recherche du produit, c'est un élément qui est long, fastidieux. Ouais. Donc voilà, et que de par la nature même de l'action, en fait, tu peux pas offrir une exhaustivité de choix aux clients. Pourquoi ? Parce que il faudrait que tu aies des conventions, et notamment dans l'investissement, que tu aies des conventions partout en France, que tu aies la possibilité de te connecter très rapidement à chaque extranet de chaque promoteur, alors que à ce moment-là, le stock bouge en permanence et tout ça. Et en fait, c'était de se dire aussi, mais en gros, on a deux étapes. Un, c'est fluidifier la recherche du produit, du bon produit. Et ça, les outils, l'informatique le permet parfaitement aujourd'hui, la technologie. Et le deuxième sujet, c'était de se dire aussi de créer un scénario de vente avec des outils. Je pense notamment au Dog Tracker ou ce genre de choses, qui vont en fait donner beaucoup de réassurance aux clients sur le sérieux du vendeur, en fait, le sérieux de la personne qui va faire l'acte de vente et d'accompagnement du client. Redonner du temps sur la relation humaine. Et sur en fait le temps qu'on consacre à s'intéresser au projet réel du client. Le temps file. Tes perspectives 2025, comment tu vois un petit peu là les mois qui nous restent, ou 2026 pour le groupe Nexity, intéressant plutôt que moi, tu perçois. Ah moi c'est pas tout le monde postuler. Non, pour le groupe de magnifiques perspectives, ce que j'appelle de magnifiques, attention, dans un marché qui est dur, qui est en crise, qui a épuré un certain nombre de promoteurs pendant les derniers mois. Aujourd'hui, nous, c'est prendre des positions. On reste avec notre ADN, loger les Français. Voilà. Et donc, du coup, on va continuer de travailler. Donc, si le marché bouge pas et qu'il est ISO 60-70 000 lots à l'année, appartement, maison, enfin appartement du moins, à vendre, nous on ira dedans, on ira prendre de la part de marché parce qu'on ne va pas s'arrêter. Aujourd'hui, on a écouté les Français, ils ont envie d'y aller. Aujourd'hui, tout à l'heure quand on discutait tous les deux, tu me disais la problématique c'est pas d'avoir des contacts, non plus. En fait, on en a mais des milliers par semaine. Donc ça, il y a aucun problème. Le but du jeu, c'est juste de les amener au bon logement. Et notre travail, il est vraiment à faire sur le développement, à aller trouver des terrains qui satisfassent aujourd'hui les Français. Et c'est là où on va être plus dur. Alors, on va pas sortir tout et n'importe quoi aussi. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus drastique dans nos études. Donc, 2025, c'est quoi ? Plus de développement, c'est certain. Beaucoup plus de ventes, en tout cas pour le groupe Nexity. Et une omniprésence, on espère, sur tout le territoire français. Parce que, qu'on se le dise, certains sont devenus un peu plus calmes ces derniers mois, ont quitté les campagnes pour revenir dans les villes. Nous, absolument pas. Nous, aujourd'hui, s'il faut aller dans les zones B2 et C, tant mieux, le PTZ, il a changé, ça fait quelques semaines, on est super contents. C'était pas forcément voulu, une stratégie, ça donne foi, en tout cas, écho à notre stratégie à nous. Tout le territoire, les grandes métropoles, et aller donner accès au logement aux Français. Et si on rajoute un petit truc autour de l'investissement, ce serait cool, alors que ce soit le LLI, le démembrement, le meublé non géré, le meublé géré, bandage sur ce que vous voulez. Mais en tout cas, si on peut avoir quelque chose, ce serait top. Là-dessus aussi, qui puisse un peu réélargir aussi, aller chercher les 15-20 000 ventes en plus. Ce serait sur le marché. 2025, c'est un peu particulier pour nous parce que moi, ce que je peux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, on a arrêté notre développement.
on fait une petite pause. On sait déjà que ça va réouvrir à partir de septembre, mais là, on est dans une phase où on est en train de structurer, consolider, structurer, pousser les curseurs. On essaie d'aller toujours plus loin, muscler la formation, muscler les outils, muscler toute cette partie-ci. Donc les objectifs aujourd'hui, c'est de pas se perdre. Il y a eu un moment où tu sais ça va vite, il y a du monde tu déménages les bureaux, du monde qui arrive, tu te commences à t'éparpiller. On l'a vécu nous et on s'est vite arrêté, recentré. On sera je pense sur 2025 sur un rythme de commercialisation aux alentours des 500 ventes à l'année. C'est bien, c'est pas notre goal ultime. Ce qu'on veut vraiment, c'est ne pas perdre. Je peux te donner un chiffre intéressant. Depuis qu'on a commencé, on n'a pas eu une seule personne en turnover. Ouais, ça c'est vraiment. En fait, ce qu'on veut garder, c'est ça. C'est garder ce truc où les gens ils arrivent, ils sont contents, ils sont bien traités, ils sont payés rubis sur ongle le jour où c'est encaissé et du coup ils sont contents de faire des ventes et ils sont contents de proposer de l'immobilier neuf quoi. Bravo. C'est top, c'est plaisir à entendre. Sébastien? Moi, j'ai des croyances, j'ai pas forcément des convictions, mais je suis convaincu qu'il y a un très bel avenir pour le neuf, mais globalement. Parce que je pense que notre parc immobilier en France, il est en train de se déprécier beaucoup. Je pense que on essaye de rénover depuis quelques temps. Je pense que la construction, j'ai presque envie de dire que c'est presque plus facile que la rénovation aujourd'hui. Je te confirme. Donc voilà. Je pense que les gens, ils ont, peu importe ce qu'on dit sur l'évolution démographique de la France, etc. Enfin ça, on entend tout et son contraire. Moi, je suis convaincu qu'il y a un très bel avenir pour le neuf. Moi, j'y crois à fond. Moi, je pense que nous, il faut surtout qu'on continue à faire ce qu'on fait très bien depuis le départ. Essayer d'apporter des solutions avec beaucoup d'humilité, quelque chose qui ressemble qui répondent à un besoin métier très fort. Donc voilà. Et je suis aussi moi convaincu que alors qu'on commence à adresser aussi nous en direct des promoteurs sur des solutions, mais je suis convaincu que la performance elle vient aussi d'un maillage super fort entre les différents canaux de distribution, vente interne, vente externe, et qu'il y a un bon équilibre à trouver chez les promoteurs sur leurs opérations, même pour faire tourner des bilans positifs, etc. Sans opposer les deux. Au contraire, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et je suis même convaincu que la croissance d'un promoteur, elle peut aussi, à mon avis, vraiment se développer si vente interne, vente externe, les deux canaux sont animés en parallèle avec des logiques économiques qui sont pertinentes pour les deux, et y compris pour le promoteur. En fait, on parle de logique économique, c'est logique client. Enfin, on est en 2025, le client, il achète avec ses pieds. Il va où il veut. Donc, je sais pas, si vous achetez du Nike, j'en sais rien, du Vans, enfin, n'importe quoi, vous allez où vous avez envie de le trouver et pas forcément chez l'acteur principal. Donc, en 2025, si le client, il a envie d'acheter un appartement avec son banquier ou avec son CGP ou dans la bulle de vente, eh ben, qu'il y aille. Nous, notre objectif à nous, c'est qu'il ait un parcours client le plus fluide possible. Donc, si ça passe par de l'intermédiation, nous, en tout cas, on est ravis. Si ça passe au travers de plateformes, etc., on est ravis à partir du moment où le client, il arrive, alors, une nouvelle fois, chez les confrères ou chez nous, mais en fait, il vient dans le neuf pour redonner un petit peu de peps à ce marché qui en a besoin un petit peu. D'accord. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour cette magnifique conclusion. Je vous remercie tous les trois. C'était un super moment. Le soleil nous a rejoints pour cet bel appartement parisien, juste pour éclairer un petit peu cette fin. J'espère que vous avez passé un très bon moment, que c'était intéressé. Je vous donne rendez-vous, ça sera dans un prochain épisode. Là, maintenant, je vous dis à bientôt.